Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors moi je vais procéder en deux temps. D'abord je vais réagir, je vais compléter ou pas compléter ou et réagir. Non, pas du tout, non. Compléter donc ce qu'a dit Lionel. J'attendais évidemment qu'il ait son intervention, puis après j'en reviendrai à ce que je comptais dire au départ, voilà. Pour dire évidemment que je m'inscris totalement dans ce que dit Lionel. Juste pour me présenter, donc moi je suis journaliste, donc je travaille en France. Alors pourquoi est-ce qu'on m'a invité, pourquoi je m'intéresse à ça? Parce que au départ, moi je ne veux pas vous raconter ma vie, mais je voulais être journaliste sportif quand j'étais petit. C'est un métier que j'admirais beaucoup. Et j'admirais même, ou je croyais admirer des journalistes français. Et puis en grandissant, je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée, parce que je sentais qu'ils étaient quand même très très proches de leurs sources, voire un peu groupis. Donc voilà, ça m'a un peu quitté. Et puis j'ai décidé de faire d'autres choses, journaliste plutôt économique, social, très social. Et puis des années après, ça m'est un peu revenu. Je me suis dit que je pourrais m'intéresser au sport, mais plutôt aux coulisses du sport. Et il y avait des choses à faire, question de dopage, question de déontologie. C'est comme ça que j'ai publié un livre sur le quotidien français L'Équipe, mais en le présentant comme un pouvoir. Et notamment dans ce livre, j'ai abordé beaucoup la question des relations de ce média qui est censé être un contre-pouvoir et qui est très souvent un pouvoir, ne serait-ce que par son monopole et l'influence qu'il exerce sur l'opinion. Donc je me suis intéressé aux relations de ce média avec les grandes institutions internationales, et notamment avec la FIFA et avec l'UEFA. Voilà, et là je me suis rendu compte que ce sont des relations essentiellement de connivence et de complaisance, notamment avec le Comité international olympique, la FIFA et l'UEFA. En gros, il y a un journaliste qui suit ces questions, qui est, on peut le dire, totalement inféodé à ces institutions-là, qui pendant très longtemps ont eu une couverture extrêmement complaisante, et le tout dans une tradition de la presse sportive française où on n'enquête pas. C'est-à-dire qu'en France, il y a des liaisons incestueuses beaucoup dans les médias. Il n'y a pas cette même tradition qu'il peut y avoir, sans idéaliser la presse britannique, il ne s'agit pas de dire qu'ils sont très bien, mais on voit bien que toutes les affaires autour du Qatar, de la FIFA, ont été plutôt sorties par une presse britannique plus pugnace, plus indépendante, alors qu'en France, il y a une espèce de suivisme terrible. Et d'ailleurs, j'ai pu aussi l'illustrer récemment par rapport à Michel Platini, maintenant que tout le monde connaît, qui était présenté comme un chevalier blanc, surtout par les Français, par une partie des Européens. Et jusqu'à il y a quelques temps, moi c'est vrai que j'avais un petit peu questionné ça, notamment dans mon livre sur l'équipe, où je présentais Platini comme Sa Majesté Platini. On disait qu'en gros c'est un candidat altermondialiste d'extrême gauche, etc. Je disais c'est pas tout à fait le cas quand même. Il a fait une campagne de gauche clientéliste, surtout comme Blatter. Enfin, c'est surtout le fils spirituel de Blatter en fait. Maintenant les médias l'ont reconnu du bout des lèvres, mais voilà, je me suis intéressé à cette question-là. Et donc les multinationales du sport, c'est une vraie question parce que le sport a quitté la sphère du sport depuis très très longtemps. Enfin, depuis les origines, on pourrait dire. Pierre de Coubertin, que vous connaissez bien, évidemment, était un gentilhomme, aimait le fair play et le sport, mais surtout, c'est quelqu'un qui s'y connaissait en business. C'est quelqu'un qui avait des valeurs pas très sport, puisqu'il était, on le sait, xénophobe, colonialiste, sexiste. Et il avait plein d'autres qualités comme ça. Et on peut dire que, ontologiquement, les multinationales du sport ont porté toutes ces valeurs. L'argent roi, la marchandisation, la xénophobie, l'antidémocratie. Et donc, de ce point de vue-là, la Suisse va, sans être désobligeant, a joué un rôle tout à fait éminent, au-delà même de la question des multinationales et des questions économiques. Et donc, forcément, moi, en tant que journaliste, c'est des choses qui m'intéressent. Et donc, maintenant, pour réagir spécifiquement, je suis un peu long, pardon, à ce que disait Lionel. Il a parlé finalement en creux de la question de la souveraineté. Parce que quand on parle de la FIFA, il y a un contraste entre le statut de la FIFA et son influence et son pouvoir. La FIFA, c'est une association, ça a été dit, une association de droit suisse. Enfin, si vous faites un micro-trottoir, vous demandez c'est quoi la FIFA, personne ne va vous dire c'est une association. Parce que l'association, on pense association de pêcheurs à la ligne, association de tennismen, c'est pas tout à fait ça. Et c'est tellement pas ça que le président de la FIFA et la FIFA sont des puissances multinationales, c'est le sujet, et ce sont des puissances CIO et FIFA qui sont en position de dicter leur conduite à des États. Donc ça pose la question de la souveraineté et ça pose une question de démocratie. C'est-à-dire que quelle est la légitimité d'une instance comme la FIFA quand elle est en mesure de dicter ses règles et que ces règles s'imposent aux législations locales. Alors tu as parlé très justement du Brésil, on pourrait remonter un petit peu en arrière. Alors il y a la question de la législation, il y a aussi la question du contexte politique. Alors juste sur le Brésil, c'est récent,
Alors effectivement, tu as évoqué cette question des logements. Alors, il y a 150 000 personnes qui ont été expropriées pour faire des jolies zones dédiées au football. Et alors, tous ces chantiers ont été suivis en amont. Alors, par le secrétaire général de la FIFA, qui s'appelait Jérôme Valque, alors qu'il était en visite au Brésil, un jour a interpellé le gouvernement et le président en disant mais franchement, ça ne va pas du tout. Ce pays est totalement inefficace. Il faut aller plus vite. Si vous continuez, on va vous enlever la Coupe du Monde. Et là, il s'est exprimé un petit peu sur le ton d'un proconsul que devait avoir une espèce de proconsul en Afrique, en imaginant les Français en visite dans les colonies. Et là, on a une réponse du gouvernement disant oui, excusez-nous, on va s'exécuter. Voilà. Donc, on a une attitude qui est quand même. C'est même pas que c'est choquant dans l'expression, c'est qu'on voit bien quel est le rapport de force. Et la FIFA, quand elle lance ses appels d'offres pour la Coupe du Monde, il y a des conditions très précises, il y a un contrat, et si les pays candidats ne l'acceptent pas, ils n'auront pas la Coupe du Monde. Et c'est comme ça qu'on a l'acceptation de nettoyage social. On a eu ça en Afrique du Sud aussi, hein. Il y a eu un nettoyage de tous les bidonvilles sur fond d'ultra-violence, de ségrégation. Ça a été totalement accepté. J'allais dire, dans le cas de l'Afrique du Sud, c'est encore plus scandaleux, parce qu'au moins, personne ne contestera ici, et nulle part ailleurs, que le Brésil est un pays de football, ça c'est certain. Voilà. Par contre, l'Afrique du Sud, pas du tout. Enfin, la propagande, j'allais dire, médiatique nous a dit que c'était bien d'avoir la Coupe du Monde en Afrique parce que c'était un symbole, c'était l'Afrique. Bon, sauf que l'Afrique est plutôt un pays de football, de rugby. Les populations ne s'intéressent pas au foot. On a construit des stades qui coûtent très cher. C'est de l'argent qui n'a pas été consacré au développement. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, les stades sont complètement vides. Ils sont vides. Des enceintes de 50 000 places qui sont complètement vides. Donc c'est un non-sens économique, un non-sens social. Les populations n'ont à aucun moment été consultées. On a mis en avant Nelson Mandela qui était déjà un petit peu mourant à l'époque. Il a dit ah oui, c'est bien le football, etc. Bon, mais en fait c'est vraiment le contraire de la démocratie. On le sait, on va y revenir, cette Coupe du Monde a été attribuée dans des conditions frauduleuses, hein, de la corruption, hein, comme la précédente, comme les suivantes. Et donc, acceptation des États. Et puis, toute la réglementation sur place. Là, on a parlé récemment de ce qui s'est passé à l'Euro, des violences, des hooligans. Bon. Et on a parlé de l'interdiction de l'alcool. En fait, ce que ne dit pas le gouvernement, c'est que le gouvernement n'interdira jamais l'alcool, parce qu'il ne peut pas le faire, parce qu'il a signé un contrat là-dessus. C'est-à-dire que le contrat qui est signé au profit de la FIFA et de l'UEFA prévoit qu'une seule marque d'alcool soit distribuée dans une certaine zone autour du stade, et cet alcool, c'est un sponsor de la FIFA. Là, en l'occurrence, pour l'UEFA, pour l'Euro, c'est Carlsberg. Donc voilà, si vous voulez acheter votre bière Kronenbourg, vous ne pouvez pas. C'est pas que je ne fais pas la promotion de Kronenbourg, mais voilà. Donc on dit toujours, le capitaliste, c'est au moins, on a la liberté d'acheter ce qu'on veut, c'est la liberté de choix, on est un consommateur, on peut choisir la bière qu'on veut, voilà, on peut être militant de la bière. Bah là, si vous êtes un militant de Kronenbourg, vous ne pouvez pas, hein, vous êtes obligé d'acheter de la Carlsberg. Voilà. Donc, on le voit, il y a négation des droits humains, et j'allais dire même négation de la liberté de commerce. En fait, négation de toute forme de démocratie, économique, sociale, et les États l'acceptent, les États ne disent rien, et ils s'exécutent vraiment. Et d'ailleurs, ces instances sont devenues tellement puissantes qu'il arrive qu'elles appellent au secours même des représentants de la FIFA et de l'UEFA. Je vous cite un exemple de la France, qui décidément n'est pas vraiment à montrer en exemple en matière de déontologie. Notre Premier ministre Manuel Valls a eu un petit souci. Vous allez me dire que c'est anecdotique, mais c'est pour vous montrer le poids d'une instance comme l'UEFA. Il a fait un voyage personnel avec son fils, il est allé voir un match de Barcelone pendant ses fonctions, il a utilisé en fait un avion du gouvernement français, ce qui est scandaleux parce que c'est de l'argent public, et il a été un peu pris la main dans le sac. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme il a croisé complètement par hasard Michel Platini, qui venait lui-même voir le match, eh bien, Michel Platini, en fait, a témoigné en sa faveur. En fait, c'est un renvoi d'ascenseur, parce que Michel Platini a eu beaucoup de problèmes à propos de l'attribution du Qatar. Donc Manuel Valls l'a défendu dans un premier temps, en disant oui, Michel Platini, il est honnête. Et donc Michel Platini, avec toute son aura à l'époque, hein, bien sûr, ça a un petit peu baissé aujourd'hui, son aura de président de l'UEFA, a couvert Manuel Valls, et la polémique médiatique s'est arrêtée. Voilà, il faut dire que les médias français ne sont pas très regardants, mais ça s'est arrêté. Donc c'est vous dire la puissance. De même que quand un président de l'UEFA ou de la FIFA surtout se déplace, il est accueilli comme un chef d'État, surtout dans les pays moyens, etc. Bon, voilà, c'est dire la puissance de ces instances, qui sont tellement puissantes qu'elles s'exonèrent du principe même de privilégier
une logique de développement. À qui sont attribuées les Coupes du Monde? Bon, il y a le facteur économique, on peut comprendre que ça rentre en compte, mais pourrait être pris en compte justement le facteur de développement humain. Alors on parle beaucoup du Qatar, je vais juste citer un exemple. Il y a une Coupe du Monde qui a été organisée en Argentine en 1978. Qu'est-ce qu'était l'Argentine à l'époque? C'était une des pires dictatures militaires en Amérique du Sud. Pendant que les matchs de la Coupe du Monde se jouaient, on torturait partout dans le pays. Il y a une dictature entre 1976 et 1981 qui a fait des milliers de morts. Tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à un militant de gauche était torturé, assassiné, violé, c'était épouvantable. La FIFA, ça l'a pas fait sourciller. Le président de la FIFA de l'époque s'appelait João Havelange, je vais y revenir tout à l'heure, un Brésilien, proche lui-même du pouvoir au Brésil, qui était aussi une dictature militaire, et qui a pris un grand plaisir à l'attribuer à l'Argentine. Bon, évidemment, l'Argentine était contente, les pays d'Europe n'ont rien dit, les États-Unis n'ont rien dit. Pourquoi les États-Unis soutenaient ce régime militaire qui était anticommuniste? Et qu'est-ce qu'a fait le mouvement sportif, le mouvement fair play? Il n'a rien dit. Il y a eu quelques sportifs, nous on en a en France, Dominique Rocheteau, je ne vais pas connaître, mais qui a courageusement dit quand même c'est pas bien. Bon, il est quand même allé, et puis voilà, c'est passé comme une lettre à la poste. Il y a une campagne de boycott international. Donc si vous voulez, toutes ces questions ne datent pas d'aujourd'hui. La FIFA a été créée un peu plus d'un siècle, c'est depuis le début, c'est entaché par des valeurs. Voilà, ça a une histoire. C'est ça qui est important de dire, hein, parce que on est souvent, nous autres journalistes, dans l'écume des jours, des actualités. Tout ça remonte à très très loin. Concernant juste le Qatar, en deux mots, je vais essayer d'en arriver après à mon propos. Évidemment, je m'inscris totalement dans ce que dit Lionel, juste pour insister sur la notion de l'image. Effectivement, le Qatar prend très au sérieux la campagne qui est conduite contre les conditions de travail de ces migrants. Elle la prend très au sérieux parce que le Qatar, aujourd'hui, est un tout petit pays. Alors tu l'as rappelé, c'est le pays le plus riche au monde. Juste permets-moi cette petite précision. C'est le pays le plus riche au monde si on prend en compte uniquement la population des Qataris, les 300 000. Voilà. C'est le PIB en termes de PIB par habitant. Voilà. Et c'est uniquement en termes de PIB, parce qu'en termes d'indice de développement humain, si vous prenez l'éducation, si vous prenez les infrastructures, ils sont pas du tout numéro un. Hein. Voilà, j'apporte juste cette précision. Par contre, ils ont compris ce que c'était que la communication moderne. Donc effectivement, quand la Confédération syndicale internationale a déposé cette plainte pour travail forcé, ils sont tout de suite montés au créneau. Et je voudrais revenir sur les réactions des uns et des autres, des acteurs. Mais comment a réagi la FIFA à l'époque? Pour vous montrer aussi le cynisme radical de ce type d'organisation. En fait, ces affaires-là, enfin, ce scandale des travailleurs migrants exploités, chose qu'on connaît dans le Golfe depuis des décennies, mais bon, là on en parle parce que c'est la Coupe du Monde. Donc c'est le journal britannique, le Guardian, qui sort cette info, je crois que c'est il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, qui font un article sur la base d'un rapport de l'ONG Human Rights Watch. Donc ils font ça. Et à l'époque, Blatter réagit, et Blatter reconnaît les faits, en fait. Ouais, mais il fait ça parce qu'il est cynique, il fait ça un petit peu pour embêter Michel Platini. Et quelle est sa réponse? Il dit oui, nous avons pris connaissance de ça, si c'est vrai, c'est absolument scandaleux. Et dans le même temps, il va au Qatar et il réaffirme juste après son amitié et son soutien au Qatar. Donc on voit bien le cynisme. Et depuis cette époque, qu'a fait la FIFA? La FIFA s'est toujours contentée de botter à touche en disant écoutez, c'est la législation locale, on n'y est pour rien. C'est toujours le même raisonnement qu'en Argentine. Sauf que la FIFA pourrait très bien, dans le cadre de son appel d'offres, injecter un critère de responsabilité sociale. Enfin, disons, un minimum, ne serait-ce que le respect des standards de l'Organisation internationale du travail, elle s'en garderait bien, puisque la logique est purement financière. Il faut même aller plus loin. La FIFA a toujours préféré travailler avec des dictatures. Ça se passe toujours mieux avec des dictatures. Parce que dans les pays démocratiques, il peut y avoir des grèves. On voit bien en France, ça les gêne beaucoup, l'UEFA. Il ne faudrait pas qu'on nous gâche la fête. On l'a entendu en France. On disait, les grévistes, ça se trouve, ils vont nous empêcher de vendre de la bière, qui est du football. Et puis, c'est vrai que le gouvernement français est en telle difficulté qu'ils aimeraient bien que la France gagne. Et donc là, il y a une espèce de connivence entre tous ces gouvernements qui sont assez peu démocratiques, qui sont pour interdire le droit de grève, en France, c'est ce qu'on entend, et l'UEFA. Et donc, une Coupe du Monde au Qatar, c'est beaucoup mieux pour la FIFA, parce qu'on sait que ces travailleurs-là, ils vont travailler 15 heures par jour, nuit et jour, leurs droits ne sont pas respectés, et les délais seront tenus. Et c'est pour ça que le Brésil d'aujourd'hui, celui qui organisait la Coupe du Monde en 2014, il est moins apprécié que le Brésil il y a 40 ans. Parce que le Brésil, dans les années 70, à l'époque où c'était une bonne vieille dictature militaire, il n'y aurait pas eu de grève. Et là, je reviens sur la question de souveraineté. Il y a 2 ans, il y a eu un fort mouvement de grève au Brésil. Et ça a beaucoup inquiété la FIFA. Et qu'a dit Michel Platini?
donc qui était présenté comme un chevalier blanc intermondialiste, hein, vous vous souvenez ce que disaient les médias français, il a dit, bon, je respecte le droit et le droit des travailleurs brésiliens à faire grève, mais quand même qu'ils soient un peu responsables. On a une Coupe du Monde dans 2 mois. Et la Coupe du Monde, c'est la grande fête du sport. Alors, bon, qu'ils arrêtent de faire la grève. Donc, Michel Platini. Voilà. Ça n'a pas été trop médiatisé en France, parce que c'était un petit peu gênant en termes d'image. Bon, il l'a pas redit. Voilà. On sait ce qui est advenu pour Michel Platini un petit peu plus tard. Voilà. Donc, je voulais faire quelques réactions. Et donc, pour en revenir à mon propos spécifique, je voulais un petit peu dresser un petit peu le contexte, dans quel contexte de sport business s'inscrivent ces organisations tentaculaires, et surtout la FIFA, c'est l'organisation que je connais le mieux. Alors, d'abord, pour en revenir au sujet, les multinationales du sport en Suisse, alors, remarquez d'abord que ces multinationales, ces fédérations internationales n'ont pas toujours été basées en Suisse, loin de là. Hein. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre elles étaient en France. Hein. Il faut savoir que la FIFA est une création parisienne, puisque la FIFA a vu le jour, alors de mémoire, je crois que c'est 1904. Le CIO, le Comité international olympique, a d'abord vu le jour en France. Je l'ai dit, le baron Pierre de Coubertin était français. Donc c'est une affaire largement française. Ça, c'était au début du XXe siècle. Et puis, il y a eu la Première Guerre mondiale, voilà, qui n'était pas une guerre mondiale, qui était une guerre européenne, mais les 2 grands pays, l'Allemagne et la France, s'affrontant. Et donc, ces organisations se sont réfugiées en Suisse, hein, la Suisse avec sa neutralité bien connue. Et depuis, ces organisations-là sont restées en Suisse. Alors, au départ, c'est une raison politique, il faut le dire. Hein, au départ, c'est une raison politique. Et aujourd'hui, la Suisse est le pays qui accueille le plus d'organisations internationales. Alors, je vais vous poser une petite devinette. Hein, c'est bien les jeux, c'est ludique, c'est frais. Alors, selon vous, quel est le 2e État qui accueille le plus de fédérations sportives internationales après la Suisse? C'est une information qui peut faire sens. Alors, je pose la question, c'est une petite devinette. Pardon? Ah, c'est pas loin. Pas loin. Je vous donne un indice là. Non, c'est pas le Panama. Non. Luxembourg? Non, non plus. J'ai dit État. Hein. État. Monaco. Bravo, bonne réponse. C'est en effet Monaco. Voilà. Alors Monaco, c'est beaucoup plus petit que la Suisse. Il faut rendre hommage, faut dire les choses. Hein. La Suisse, c'est quand même un grand pays, hein, par rapport à Monaco en tout cas. Mais on peut dire qu'il y a des caractéristiques communes entre Monaco et la Suisse, hein, notamment le fait que c'est un paradis fiscal. Voilà, vous l'avez bien compris. Monaco accueille notamment la Fédération internationale d'athlétisme, qui est totalement minée et rongée par le dopage. Hein. Vous savez, la fédération n'a strictement rien fait depuis des années. Par contre, on a l'Agence mondiale antidopage qui là travaille beaucoup. D'ailleurs, dans ces affaires, on n'entend jamais la Fédération internationale qui suit. Et d'ailleurs, l'actuel président de la Fédération internationale est lui-même impliqué dans un scandale. Donc voilà. Ils accueillent aussi la fédération de pentathlon et d'autres fédérations un petit peu moins connues. Hein. Les grandes fédérations sont quand même, je vous rassure, en Suisse. Voilà. La Monaco, il y a aussi une tradition de neutralité, hein, parce qu'évidemment, la neutralité politique, ça va bien avec la bonne conduite des affaires. Alors, je voulais vous parler du sport business, parce que tout vient de là, finalement. Si on parle de toutes ces organisations, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'argent? C'est parce que le sport business a été créé. Et ça, le sport business, ça, c'est beaucoup plus récent. Pour ce qui concerne le foot, en tout cas, on peut dater ça très précisément des années 74 et suivantes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1974? En 1974, un président brésilien dont je vous ai déjà parlé, João Havelange, est élu. Sur un programme assez innovant politiquement pour l'époque, il se présentait contre un Britannique, Stanley Roos. Alors, historiquement, le football a été créé par les Anglais, et les Anglais ont longtemps considéré que c'était un peu leur domaine réservé. D'ailleurs, ils ne reconnaissaient pas l'existence de la FIFA, jusqu'à ce qu'un Anglais devienne président de la FIFA. À l'époque, donc, un sport essentiellement européen. Les Coupes du Monde étaient organisées essentiellement en Europe. Il y avait quelques Sud-Américains. L'Asie, on ne connaissait pas. L'Afrique était considérée comme des continents non footballistiques. Absolument. Et puis, parce que l'Uruguay était le plus grand pays de football. Hein. C'était eux qui avaient le meilleur résultat. Voilà. L'Uruguay a d'ailleurs gagné la première Coupe du Monde. Donc, c'était un affrontement entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Et alors... Stanley Roos, c'est un espèce de gentleman à l'ancienne, un petit peu comme Pierre de Coubertin, plutôt. Le football était déjà professionnel, mais plutôt pris en plus l'amateurisme, quelque chose entre gentleman, un sport de blanc un petit peu, hein, voilà. Lui, Havelange, c'était un politique, c'était un vrai politique. Pour se faire élire, il a compris qu'il faudrait qu'il obtienne des voix ailleurs qu'en Europe. Et donc, il a eu l'idée géniale, sur le plan politique en tout cas,
de dire, écoutez, la Coupe du Monde doit être élargie, parce qu'à l'époque, je vous dis, la Coupe du Monde, il n'y avait que des Sud-Américains et les Européens. Donc il a ouvert, il a proposé pendant son programme de l'ouvrir plus largement à l'Afrique surtout, dans une optique clientéliste. Et pendant cette campagne-là, alors il était jeune, fringant, l'autre était plutôt vieux, pas communicant, il était soutenu par un homme de poids, un Allemand, Horst Dassler, qui est le fondateur du groupe Adidas. Alors Adidas commençait un petit peu à être connu, mais c'était dans les années 70, c'était encore une entreprise artisanale. Pardon. Et donc c'est de cette alliance un petit peu diabolique qu'est né le foot business. Donc Horst Dassler aide Joao Havelange pendant sa campagne. Il l'aide en distribuant des billets, tout ça est prouvé aujourd'hui, parce qu'on parle de ce qui s'est passé l'année dernière à l'hôtel Boer, enfin, l'histoire de la corruption, c'est depuis 1974, à chaque fois. Et il y aura probablement des choses qui vont sortir sur la précédente élection, le 26 février, parce que de toute façon, ce n'est pas une question d'hommes, c'est une question de système. Les mêmes causes entraînent toujours les mêmes effets. Donc c'est un système clientéliste et corrompu qui fait que ça ne peut créer que ça. Et ce système, il a été créé en 1974. Donc sur le principe, donc, Horst Dassler donne les valises du billet. Beaucoup d'électeurs, notamment africains et autres, sont sollicités et votent pour Havelange. Havelange devient président et c'est là que naît le foot business. Alors, qu'est-ce que fait Dassler ? Il va voir Coca-Cola et là, il a décidé des géniales. Il dit Coca-Cola, maintenant, si vous payez de l'argent, vous serez présent sur tous les stades, spots publicitaires. Et ensuite, il y a eu plein de sponsors comme ça. Donc, Adidas a développé son activité grâce à tout cela. Et c'est comme ça que la FIFA a commencé à développer ses revenus. Tu as montré le slide tout à l'heure, depuis 1998, mais cette explosion des revenus, elle a commencé bien avant. Voilà. Et donc, dans un deuxième temps, il y a eu le développement des droits télévisés. Parce que, en fait, jusqu'aux années 80, le foot, c'était déjà évidemment un phénomène mondial, mais c'est surtout une affaire de presse écrite et de passionnés. Et ce qui change, c'est le fait de vendre des droits télé. Avant, même les fédérations sportives payaient les télés pour que les matchs soient diffusés. Et quand ça s'est renversé, c'est là que ça a commencé à susciter beaucoup d'argent. Et donc Dassler crée une entreprise de marketing du sport qui s'appelle International Sport Laser, qui sera implantée quelques années plus tard dans le canton de Zug, donc en Suisse, évidemment, et qui fera beaucoup parler d'elle. Alors c'est quoi le principe ? Le principe, c'est que ces droits, c'est-à-dire ISL achète les droits télé à la FIFA, et ensuite ISL les revend à toutes les fédérations de chaque pays, en empochant évidemment une commission confortable. Mais il n'y a pas que qui empoche des commissions, il y a aussi les membres de la FIFA, du comité directeur. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que en fait, l'onde de choc qui a été provoquée par les arrestations massives, ça a vraiment suscité des réactions mondiales, mais ça n'a fait que répéter ce qui s'était déjà produit avant. J'insiste sur ce plan. Et d'ailleurs, certains présidents de fédérations, de confédérations, qui ont été condamnés, étaient les successeurs de gens qui avaient été déjà impliqués dans le scandale dont je vous parle. C'est pour vous dire qu'il n'y avait pas vraiment eu de changement. Mais il y avait une grande différence à l'époque, c'est la législation locale suisse. Parce que, je reviens d'abord, International Sport Laser, je vous l'ai dit, il distribue le marketing, les droits. Et il distribue plein de pots de vin à des dirigeants de la FIFA, dont Joao Havelange, qui finira par être confondu. Mais ces gens-là n'ont jamais été condamnés. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les pots de vin, c'était pas interdit par la législation suisse. C'est-à-dire qu'en Suisse, et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de multinationales jusqu'à nos jours, ça a été changé depuis. On pouvait pratiquer le dessous de table, la corruption. Vous savez, ce qui n'est pas interdit est permis, voire encouragé. Et donc, ce scandale a fait apparaître quels étaient les responsables, mais aucun n'a été condamné. La FIFA a fait un petit peu le ménage, et Joao Havelange a fini par passer la main à ses batteurs en 1998, mais il n'a pas passé la main à cause de ce scandale. D'ailleurs, il est resté président honoraire jusqu'à l'année dernière. C'est-à-dire que, ce qui est absolument... Ça, on ne le souligne pas assez parce qu'il y a batteur, mais... Donc ce personnage est resté président honoraire. C'est quand même, il faut quand même le dire, avec tous ses avantages. Voilà, et donc on revient sur cette législation locale suisse. Donc, ces associations, donc ce sont des associations, elles n'ont de compte à rendre à personne, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas à déclarer leurs activités. Alors,
Pourquoi ce statut? Moi, je ne suis pas spécialiste de la législation locale, mais pour ce que je sais, c'est un peu comme en France, les associations sont protégées parce que les associations, par définition, elles sont portées par des citoyens, c'est la société civile. Donc, on impose moins de contraintes à une association de défenseurs des tennismen, de sport, etc., parce que sinon, il y aurait un risque d'abus. Donc, au départ, c'est ça l'idée. On les laisse tranquilles, sauf que la FIFA, aujourd'hui, c'est une vraie multinationale. Les gens qui travaillent à la FIFA, ce sont des vrais professionnels. Il y a des directeurs financiers, il y a des auditeurs. Donc, en principe, il devrait y avoir un contrôle sur ce qu'ils déclarent, sur leurs charges. Et ce qui est très frappant, c'est que dans toutes ces polémiques sur les 1,8 million de francs suisses que Blatter avait payé à Michel Platini, il n'y a jamais eu de contextualisation en matière juridique. Mais on se dit que en fait, Michel Platini a été suspendu pendant 4 ans parce qu'il n'a pas respecté en fait, la réglementation de la FIFA, le code éthique, mais aussi la réglementation suisse, puisque au départ, sans entrer trop dans le détail technique et juridique, il a été payé 9 ans après la prestation. Donc, en fait, il y avait prescription. Mais comment se fait-il que ça n'a pas été l'objet d'un contrôle? Peut-être, je dis bien peut-être, dans le contexte de suspicion, que si l'administration fiscale et autres suisses avaient contrôlé la FIFA, peut-être que ça serait apparu avant 2015. Mais comme il n'y a aucun contrôle, et comme il n'y a aucune transparence, et jusqu'à aujourd'hui, bon, ça a un petit peu évolué aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité pénale. C'est-à-dire que, et c'est sans doute pour ça que Sepp Blatter a démissionné, c'est-à-dire que les dirigeants de ces instances, CIO, FIFA, peuvent aller en prison. Alors qu'avant, ils étaient totalement en impunité. Mais enfin, pour ça, il faut quand même des circonstances très très graves. Et encore aujourd'hui, tu m'en parlais tout à l'heure, Lionel, il y a eu tout un débat sur le fait de savoir s'il fallait plus contrôler. Et je crois qu'il y avait un projet de votation, tu me disais, sur est-ce qu'il faut davantage contrôler les multinationales sportives. Alors, si j'ai bien compris, toute la classe politique suisse, à part peut-être l'extrême gauche, unanimement dit ah ben non, il ne faut pas les embêter, parce que ça participe du prestige pour notre pays, du son rayonnement, etc., etc. Donc, le plus choquant a été réglementé. Donc oui, effectivement, les pots de vin, ça c'est quand même difficile à justifier ça. Bon, j'imagine, entre guillemets, que même en Suisse, bon, quand même, ça va choquer quand même pas mal de monde. Hein. Je veux dire, c'est quand même pas très fair-play. Même si on le sait, que la plupart des multinationales, dans tous les pays, pratiquent les pots de vin. Hein, je veux dire, et d'ailleurs, chaque fois que c'est autorisé, elles le pratiquent joyeusement. Ouais, ça, on le sait. Donc, voilà. Donc, la législation a changé. Il y a une pression maintenant sur la FIFA du FBI, une pression extérieure. Vous le savez, hein, les Américains font pression sur la Suisse. Donc, il y a du changement uniquement parce qu'il y a des réactions. Un petit peu comme au Qatar. Le Qatar ne bouge que parce qu'il y a une campagne internationale. Mais, comme ça nous a été dit, parce qu'en fait, on s'est connus avec Lionel au Qatar, parce que moi, je faisais un reportage pour Le Monde diplomatique, justement, sur la Kafala. En fait, tout porte à croire que tous ces pseudo-efforts que font le gouvernement qatari et la FIFA sont destinés en fait à faire le dos rond en attendant la Coupe du Monde. Parce que c'est ce que j'ai expliqué dans mon article. En fait, l'exploitation des travailleurs au Qatar, elle existe dans tous les pays du Golfe depuis longtemps. Il y a 10 ans, on parlait beaucoup d'Abu Dhabi et des Émirats arabes unis sur les chantiers des hôtels. On en parle moins, maintenant on parle du Qatar. Les Qataris, ils gagnent du temps. Alors déjà, ils ont mis du temps à faire cette fameuse réforme, qui est une réforme c'est une réformette, quoi. Hein. Parce qu'en fait, le fond du problème, hein, comme l'a déjà dit un petit peu Lionel, sans répéter ce qu'il a dit, c'est que en gros, les salariés qataris, c'est des esclaves modernes, c'est-à-dire qu'ils sont complètement sous la coupe de leur employeur. C'est pour ça qu'on a le droit de se demander comment la FIFA peut-elle attribuer une Coupe du Monde à un pays esclavagiste. C'est ça le fond du problème. Voilà, à l'époque, quand l'Afrique du Sud avait l'apartheid, il y avait un consensus, on disait on ne peut pas leur accorder une Coupe du Monde. Bon, sauf que le Qatar, en gros, c'est un petit peu ça. Et on sait qu'après 2022, la Coupe du Monde aura lieu, ça sera terminé. Et pour la FIFA, c'est pareil. Qu'est-ce qu'a annoncé Gianni Infantino quand il a été élu? Infantino a dit eh bien, on va créer un comité de supervision. C'est quand même extraordinaire. 3 ans après, il crée un comité de supervision. Et qu'est-ce qui s'est passé quelques jours plus tard? Et quelques jours plus tard, on a appris que M. Infantino, le nouveau président de la FIFA, était impliqué dans le scandale des Panama Papers et que il était en train d'essayer de neutraliser le comité d'éthique pour que ce comité d'éthique ne puisse plus faire d'enquête, notamment sur les questions de salaire, parce que lui-même veut s'augmenter.
Tout ça pour vous dire que, sans vouloir être pessimiste, on a une nouvelle équipe dirigeante, on n'a pas une nouvelle gouvernance, et on a même une nouvelle présidence avec quelqu'un de jeune, donc on voit bien que ce n'était pas un problème de Blatter et vieux, puisque j'imagine qu'Infantino va vouloir rester 30 ans à la tête de la FIFA. Donc voilà, c'est le changement dans la continuité.